Benjamin. Aujourd'hui, nous sommes heureux encore de nous retrouver avec vous et de vous retrouver. Et nous saluons tout d'abord ceux qui vont nous suivre à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook et à travers aussi Instagram. Bonne soirée pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous. Et alors, bonne journée pour ceux qui sont dans d'autres coins du monde où la journée commence, où ils sont dans l'après-midi. Comme vous le savez, nous vous l'avons annoncé, aujourd'hui, nous allons recevoir M. Fred Bauma, qui est notre invité aujourd'hui. Bonsoir, M. Fred Bauma. Bonsoir, mon père. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous recevoir aujourd'hui pour la première fois dans Dialogue avec. Nous allons donc dialoguer avec vous. Vous allez aussi dialoguer avec les autres membres de l'équipe, mais aussi avec les téléspectateurs qui nous suivent et qui voudront bien faire participer, disons, qui voudront bien participer à cette émission à travers leurs commentaires et leurs questions. Et pourquoi pas. Alors, parmi les membres de l'équipe qui sont déjà présents, il y a M. Benjamin Umba depuis l'Allemagne. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Padre. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à Fred. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui, Benjamin. Et puis alors, nous avons aussi le professeur, précisément à Paris. Bonsoir, professeur Alfred. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir à Bauma. Et bonsoir à Benjamin et à tous nos téléspectateurs ou spectateurs. Alors, merci beaucoup. Hein. Il y a d'autres membres de l'équipe probablement qui vont nous rejoindre au cours de l'émission, notamment Madame Patricia Temoni, qui a encore quelques empêchements pour nous joindre. Espérons qu'elle va arriver à temps pour être avec nous et aussi participer à cette émission du soir. Alors, notre invité d'aujourd'hui est Monsieur Fred Bauma. Nous lui donnons un peu la parole pour même si on a cité déjà son nom, qui cite moi, qui salue encore une fois le téléspectateur et ceux qui nous suivent à travers les différents réseaux. Et puis alors, nous allons commencer à dialoguer avec lui. Alors, vous avez la parole, Monsieur Fred Bauma. J'imagine que je vais juste dire bonjour et merci au père pour m'avoir invité. J'avoue que j'ai suivi quelques émissions que vous avez faites par le passé et c'est un honneur pour moi de passer ce début de soirée à discuter avec tous les téléspectateurs. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Nous allons donc dialoguer. Mais pour commencer, dans notre façon de faire, notre mode de procéder, si je peux utiliser le langage de ma congrégation, il y a la présentation d'abord de l'invité, dans le sens qui va nous parler un peu de son parcours, en commençant par le parcours scolaire pour que les gens puissent le connaître davantage. Alors, Monsieur Fred Bauma, quel est votre parcours scolaire et académique pour que ceux qui nous suivent puissent bien vous connaître, puisque, comme nous allons le voir au cours de ces dialogues, les gens vous connaissent peut-être comme activiste, mais peut-être ils ne savent pas que vous avez commencé comme toute autre personne, d'abord par vous former, par étudier. Alors, parcours scolaire et académique. Merci beaucoup, Père. Alors, moi, je suis né à Goma, donc je m'imagine, je continue à penser que je suis surtout et avant tout un garçon de Goma, une ville que j'aime beaucoup, même malgré toutes les atrocités qu'elle connaît. Et c'est là que j'ai grandi et où j'ai fait une bonne partie à l'hôpital général de Goma et dans mon enfance. Et de Massissi, d'où vient ma famille. L'étude qui s'appelle École privée de Volcan. Ceux qui connaissent Goma, c'est une
mes études secondaires au collège Mwanga. Je fais la chimie était comme un parcours médecine. Malheureusement, bon, comme beaucoup de jeunes, j'ai abandonné ces rêves à la fin de mes études secondaires pour beaucoup de raisons que je vais pas citer ici. Et donc, je suis allé à l'université après les collèges. Je suis allé à l'université à l'ILPGL. Et là, j'ai fait des études en sciences économiques et de gestion. Et je fais une licence en gestion financière particulièrement. Et donc, j'étais assez engagé depuis très jeune. Je faisais partie du Parlement d'enfants et du Parlement des jeunes. Avant, donc, quand je quittais l'école secondaire, j'étais déjà assez impliqué dans des mouvements associatifs. Mais je ne voulais pas faire le droit. Et comme je ne voulais plus, je ne voulais plus faire ou je ne trouvais pas où faire correctement la médecine, je suis allé chercher quelque chose qui me permettrait de continuer à étudier, mais de continuer surtout à fréquenter les mathématiques parce que c'était quelque chose que j'aimais. Après mes études, donc après ma licence à l'ILPGL et après quelques années, je voulais faire un master en théorie et pratique des droits de l'homme. Donc, je me suis inscrit dans une université au sud de l'Allemagne, près de Nuremberg. Et je suis allé prendre quelques cours d'allemand que je n'ai pas fini. Mais avant de les achever, je suis allé travailler et étudier aux États-Unis, à New York précisément, où j'ai aussi étudié et il y a un master en administration de politique publique à l'université de la ville de New York. Avant de continuer à travailler et de rentrer à Kinshasa. Alors, voilà, nous allons maintenant entrer dans cette phase de la vie professionnelle, mais juste quelques questions. En quelle année vous avez fini vos études, disons, si on peut dire, d'économie à Goma? C'était en quelle année? C'était en 2014 que j'ai eu ma licence en économie. Voilà, en 2014. Et puis alors, les études aux États-Unis, vous avez fini en quelle année? Mon master, je l'ai fini en 2022. Je l'ai finalisé en 2022. Alors, en 2022, vous avez fini, disons, votre master à New York, précisément aux États-Unis d'Amérique. Alors, on peut dire maintenant, pour la deuxième étape de votre parcours de vie, maintenant le parcours professionnel, on peut dire que c'est en 2022 que M. Fred Baouma a commencé la vie active, ou bien vous aviez un peu mélangé tout en étudiant, vous avez aussi essayé d'être actif pour le travail, ou bien, comme nous allons voir aussi dans votre vie professionnelle, dans des mouvements qu'on peut appeler mouvements citoyens, puisque je crois que vous allez parler de ça vous-même. Vous êtes encore activiste maintenant. Vous avez été ou bien vous êtes encore membre, par exemple, du mouvement Lucha. Alors, oui. Nous commençons maintenant le parcours professionnel. Mon parcours professionnel commence au lendemain de mes études universitaires. J'avais fait l'économie, mais je me sentais un peu ennuyé à l'idée d'aller être un comptable ou un financier dans une institution. Mes collègues, quand ils quittaient l'université, ils aimaient aller travailler dans des banques. C'était plus ou moins la trajectoire de la plupart de mes collègues. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas particulièrement. Mais comme j'avais fait la finance, donc j'ai été d'abord engagé brièvement pour une compagnie qui travaillait sur les cafés. Et j'ai dû le quitter très rapidement parce que c'était pas vraiment mon intérêt. Il faut dire que j'ai commencé mon activisme, comme je le disais, avant d'entrer à l'université. J'ai rejoint la lutte, on va y revenir, pendant que j'étais à l'université. Donc, pendant mes études d'économie, j'étais
quand même assez investi dans des questions de droits de l'homme. Donc, j'ai dû commencer ma carrière professionnelle au sein d'une boîte qui s'appelle Geneva Calls. C'est une organisation suisse qui se spécialise dans le droit international humanitaire, qui travaille sur des groupes, avec les groupes armés. Et donc ça, c'est fin 2014 et début 2015. En mars 2015, alors que j'étais à Kinshasa pour une conférence sur l'engagement citoyen, on a été arrêté. C'était le début du lancement du mouvement Filimbi. Donc, ma carrière a pris comme une sorte de break à ce moment-là, pendant 18 mois que j'étais en prison, et mon engagement a pris les dessus. Quand j'ai quitté la prison, j'ai repris avec autant mon engagement, j'ai continué mon engagement, mais j'ai aussi repris quelque part ma carrière en travaillant avec des organisations congolaises de droits de l'homme qui faisaient des plaidoyers sur des violations qui étaient commises à l'époque. Dans ce sens-là, j'avais beaucoup contribué et participé au plaidoyer dans différentes villes, notamment beaucoup de fois aux sessions interactives des Nations Unies sur les droits de l'homme à Genève, très, très régulièrement. Ensuite, j'ai rejoint les études sur le Congo en 2018 à l'Université de New York, où d'abord j'étais recruté comme pour m'occuper de programme avant de devenir quelques années plus tard directeur de recherche de cet institut-là. Et donc j'ai poursuivi mes études tout en travaillant, tout en continuant de travailler. Et à un moment donné, je n'avais jamais vraiment décidé ou voulu m'éloigner de la RDC. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je dois quitter ma position à l'Université de New York pour pouvoir rentrer à Kinshasa. Et, donc, nous avons, avec beaucoup d'autres amis et collègues, l'idée de créer un institut congolais de recherche. Quelques années plus tard, on a créé Ebouteli, qui est un institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Et en rentrant à Kinshasa, je suis rentré notamment pour diriger cet institut-là. Alors, nous allons approfondir un peu votre vie professionnelle, puisque c'est intéressant comme activiste. Et il est temps d'écouter d'abord la rubrique de M. Benjamin Oumba, qui essaye de faire connaître ou de parler de Congolaises et de Congolais courageux. Alors, la place maintenant à M. Benjamin Oumba. Qui est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui, M. Benjamin? Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une figure qui est quand même bien connue au Congo. Et ça tombe bien parce que déjà notre invité principal aujourd'hui a parlé un peu, qu'il a œuvré un peu dans les secteurs des cafés. Donc, j'ai choisi une personne qui est bien connue au Congo. C'est une jeune qui est vraiment active dans ce domaine. C'est Madame Tissia Mukuna. Madame Tissia Mukuna, elle est née à Kinshasa, où elle a fait ses études primaires et secondaires avant d'aller poursuivre ses études universitaires en Europe. Elle a obtenu sa licence en économie en France, en économie et langue étrangère, donc l'option anglaise. Donc, elle a fait l'option anglais. Et après, elle est allée continuer son master. Elle a fait un master en marketing dans une école de commerce. Et pour finir en Chine, avec un master aussi en négociation des affaires. Et en fait une belle carrière, et en fait, un bon parcours académique. Elle a décidé de revenir au Congo pour entreprendre, comme M. Fred Baouma, qui a aussi décidé de quitter l'Europe pour revenir au Congo parce que son cœur était justement là. Et Mme Tissia a décidé aussi de revenir à Kinshasa, où elle est née. Elle s'est dit, elle va pratiquement s'est lancée dans un domaine que personne n'a jamais fait. C'était la culture du café à Kinshasa.
Donc, dans la périphérie de Kinshasa, elle a lancé sa plantation de café et quelques années plus tard, elle se décide également d'ouvrir son usine moderne où elle produit du café qui s'appelle le café La Quinoise. Et aujourd'hui, la quinoise est bien connue au Congo et un peu partout, non pas parce qu'elle est de meilleure qualité, mais aussi parce qu'elle a, donc, elle a quand même une personne à la tête de l'entreprise qui sait promouvoir réellement son produit. Et Madame Tissia Mukuna s'est fait aujourd'hui une des plus grandes défenseuses du Made in Congo. Elle œuvre beaucoup pour la promotion et la consommation de tout ce qui est produits locaux, donc les produits locaux congolais, et aussi elle se bat pour la relance de l'économie agricole congolaise. Elle est fortement engagée auprès de la jeunesse et depuis 2024, depuis le début de l'année 2024, elle est la présidente de la jeunesse, donc elle est la présidente des jeunes entrepreneurs à la Fédération des entreprises du Congo. Et ce qui est bon avec elle, c'est qu'elle est vraiment active auprès aussi des médias internationaux, non seulement pour son produit, mais aussi pour l'agriculture congolaise. C'est pourquoi vous retrouverez plusieurs articles sur elle, donc les cafés La Quinoise et aussi l'agriculture congolaise, sur des médias internationaux importants comme BBC, Jeune Afrique, Deutsche Welle, donc un journal allemand. Il y a Le Monde, il y a Le Point et RFI. Mais également, elle a toujours participé, presque chaque année, elle est en Europe, notamment en France. Lorsqu'il y a le Salon de l'agriculture, elle a toujours son stand où elle présente le café La Quinoise, qu'elle a toujours aussi présenté, que ce soit en Belgique et aussi en Chine. Ce qui fait d'elle aujourd'hui une des meilleures dans le domaine de l'entrepreneuriat que la Chine a même primé récemment. Donc voilà, c'est l'une des meilleures et la Congolaise valeureuse que j'ai voulu présenter aujourd'hui, qui inspire les jeunes. Et à beaucoup de jeunes, j'ai toujours demandé de regarder autour de soi et de voir ce qu'on peut produire pour impacter justement la société locale. Elle emploie plusieurs personnes au niveau du Congo, mais également elle a ses produits qui sont vendus dans plusieurs chaînes alimentaires congolaises, que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi et un peu partout. Voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup Benjamin Umba pour la présentation de Tissia Mukuna avec notamment son activité de café La Quinoise. Alors, Monsieur Fred Bauma, un petit mot après avoir suivi la présentation d'une Congolaise valeureuse, présentation faite par Benjamin Umba. Un petit mot? Non, je connais Tissia et j'avoue que c'est quelqu'un de très courageux qui a essayé d'oser commencer une culture de café dans une zone qui n'était pas connue pour son café particulièrement. Et je pense que le Congo a besoin de plus de gens comme ça qui ne voient pas des obstacles partout, mais qui tentent et essaient d'apporter leur pierre partout où ils sont à la construction du pays. Voilà, merci beaucoup pour ces commentaires. Nous revenons à vous maintenant. Vous êtes bien connu, malgré les études que vous avez faites. Vous êtes un peu plus connu, surtout comme activiste en général, surtout activiste des droits de l'homme. Et vous êtes engagé dans beaucoup de groupes. Alors, une question d'abord. Vous avez parlé de mouvement Filimbi et vous êtes aussi, ou bien vous étiez membre de Lucha et maintenant vous travaillez pour Ebouteri, en plus de beaucoup d'autres engagements que vous avez. Et normalement, on peut dire que tous ces mouvements sont unifiés ou bien vous quittez un mouvement pour aller à un autre mouvement. Un peu d'explication à cela. Pourquoi Filimbi avant et puis Lucha et puis voilà. Alors, il faut que je sois très clair. Je suis un militant de la Lucha, pas que j'étais.
Ok, c'est justement ce que je voulais savoir, puisque vous avez parlé de Philippe à un certain moment. Oui, je suis Lucha, je le suis depuis les débuts, je le suis depuis 2012 et je vais continuer à l'être. La Lucha est un mouvement qui m'a aidé à canaliser mon activisme et qui m'a beaucoup appris en termes d'humilité et des risques et du prix à payer pour la liberté, qui m'a aussi aidé à travers des belles rencontres à rencontrer un large réseau de personnes qui aiment les pays et qui ne font que penser, qui ne font que rêver la RDC chaque jour. Je pense aux gens comme Bienvenue, aux gens comme Jean Maubert, aux gens comme dire que beaucoup d'autres personnes qui sont, y compris beaucoup sont d'ailleurs sur Twitter. Ce n'est pas que je quitte un mouvement pour aller dans un autre. Donc, Filimbi, au départ, puisque vous parlez des deux pour cette question spécifique, au moment du lancement de Filimbi était une campagne, qui avait été lancée par 3 organisations principalement. Mais le cours de l'histoire a fait que Filimbi, et ce n'est pas mauvais, se développe comme un mouvement séparé, dans lequel je ne suis pas membre, même si je fréquente beaucoup mes amis et mes camarades de Filimbi, et qui a, il faut le dire aussi, payé, qui ont beaucoup de militants de Lucha comme des militants de Filimbi ont beaucoup payé pour préserver les acquis démocratiques de ce pays, certains de leur propre vie. Oui, alors, juste un peu pour le nom, hein, puisque Filimbi, ça vient du Swahili, avec mes rythmes du Swahili, ça signifie sifflet. Pourquoi les sifflets? C'est pour faire beaucoup de bruit ou bien quoi? Alors, si vous vous rappelez, Filimbi avait été lancé à l'époque, à la veille en 2015, les débats qui étaient... Il y avait un débat sur le changement de constitution, mais il y avait aussi un débat sur la possibilité pour le président Kabila de rester au pouvoir au-delà de son terme. En fait, c'était l'enjeu. Et donc, la campagne en question visait exactement à siffler, à alerter, si vous voulez, les citoyens pour préserver la Constitution et ce que la Constitution nous offre. Et je pense que c'était une belle idée. Et alors maintenant, avec Ebouteli, c'est un centre de recherche et de conscientisation. Et est-ce que, comment dire, il n'y a pas une compatibilité entre ces centres qui doit chercher à être objectif et puis votre engagement dans le mouvement citoyen comme Lucha ou lutte pour le changement? Non, je vois absolument pas d'incompatibilité. En tout cas, je ne me retrouve pas souvent dans des situations incompatibles. Mon travail je pense que mon travail comme chercheur est basé sur l'engagement que j'ai pour ces pays. Et ce qu'Ebouteli fait, c'est d'essayer de conduire des recherches rigoureuses et des conscientisations, c'est ça? Oui, mais différemment. Ça veut dire nous essayons de produire, de créer des outils, d'être une sorte de main au service de la société civile, de créer des outils et de produire de recherche qui éclairent l'opinion sur des sujets particuliers, particulièrement sur les questions de conflit à l'Est et sur les questions de gouvernance. Et ces outils-là se font souvent avec une méthodologie qui est assez claire pour éviter toute manipulation ou tout biais. Et ça aide en se faisant à une sorte de sensibilisation des citoyens, mais aussi à leur donner des outils pour demander des comptes. Ce que la Lucha a fait, c'est exactement de demander des comptes. C'est que la Lucha et d'autres mouvements, d'ailleurs, et des organisations de la société civile,
Et je pense que c'est que notre pays, ce dont notre pays a besoin dans nos sociétés civiles, c'est d'avoir beaucoup d'éléments, beaucoup d'instruments qui nous permettent d'améliorer la qualité entre nous et nos dirigeants, en ayant des données, en ayant des éléments qui permettent à ce que cette discussion soit précise et ne sont pas seulement vagues et dispersées comme on le voit souvent. Donc, dans ce cas-là, par exemple, un exemple concret, c'est que au sein des bouteilles, pendant quelques années, on a développé un outil qui s'appelle Talatala. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, talatala. Ou sur le site web talatala.cd. Et c'est un baromètre qui suit les activités de chacun des 500 députés, qui a suivi les activités de chacun des 500 députés dans la première législature et qui est en train de suivre aussi pour cette législature. Et ça permet à ce qu'un citoyen, en y allant, puisse savoir que son député, le nombre d'initiatives législatives que son député a fait, le nombre par exemple, le nombre d'interventions, le nombre de lois proposées, ainsi de suite, c'est un peu ça. Ouais. Absolument. Et ça, c'est pour chacun des 500 députés. Ça permet aussi de voir la productivité du Parlement en temps de session et aussi combien de parlementaires vont ou ne vont pas dans les vacances parlementaires. Donc, c'est un outil qu'on a développé et qui a été d'ailleurs utilisé parfois pendant la campagne électorale. Certains députés qui étaient les plus actifs l'ont utilisé pour dire, ah, voilà, nous sommes actifs. Et certains citoyens l'ont utilisé pour dire à leurs députés, vous n'avez pas fait assez. Et donc, nous développons, ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que nous faisons parce que nous pensons qu'en faisant cela, nous améliorons la qualité du dialogue en fait entre les citoyens et le gouvernement. Alors, on va revenir plus à vous, hein, puisque c'est des dialogues avec, c'est un peu pour qu'on vous découvre davantage, même si on peut vous découvrir aussi à partir de ce que vous faites comme travail. Alors, une question un peu de curiosité que je vois sur les réseaux, notamment, ça ne vous concerne pas directement, mais différents disons, mouvements citoyens. C'est le problème de financement de ces mouvements citoyens, puisque on dit vous êtes financé par l'étranger pour, disons, être téléguidé aussi par l'étranger. Alors, ma question est simple. Comment est-ce que vous êtes financé en fait? Comment est-ce que vous fonctionnez? Puisque pour faire ce que vous faites, il faut quand même un peu de financement. Comment est-ce que ces mouvements sont financés? Alors, si vous parlez de lucha ou si vous parlez... Alors, un peu en général, en fait, je parle en général. Bon, et Bouteli, c'est un peu autre chose. J'ai parlé de mouvements citoyens. Absolument. OK. Les mouvements citoyens n'ont pas une forme universelle de financement. Il faut dire que les mouvements citoyens sont une forme d'organisation qui s'est un peu sortie des circuits classiques de la société civile. Donc, chaque mouvement a choisi sa façon de faire. Je sais qu'il y a des mouvements qui sont très ouverts à l'idée de prendre n'importe quelle source de financement. Pour ce qui est de la lucha, que je connais particulièrement bien, dès le départ, la lucha avait décidé, nous avions décidé de ne pas prendre de financement ici des entités extérieures ou même des organisations. C'était au départ, je parle de 2012 ici. Et donc, la lucha a fonctionné pendant longtemps avec des cotisations de ses membres et les actions que la lucha menait ne demandaient pas forcément beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. C'était de flipchat, des calicots qu'on dessinait d'ailleurs nous-mêmes à l'époque. Ensuite, à mesure que le mouvement a grandi, il est arrivé que la lucha ait besoin, par exemple, d'organiser des retraites pour ses militants, etc. Et dans ce cas-là, parfois, il est arrivé que des organisations facilitent ces déplacements-là. La lucha n'est pas une organisation enregistrée, donc la lucha n'a pas de compte bancaire quelque part. Ça a une cellule de solidarité qui fonctionne presque de manière ad hoc. Donc, ce n'est pas une structure qui est construite pour recevoir des fonds et pour les dépenser. Mais lorsque nous nous retrouvons dans des cas où il faut parfois des ressources et que nous ne sommes pas en mesure de les réunir par des cotisations, il est arrivé que des organisations
soutiennent, par exemple... Donc, de temps en temps, vous êtes financé, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de financement direct qui vient dans un compte appartenant à la lucha, mais que des organisations qui travaillent dans l'éducation civique ont parfois soutenu des actions de la lucha. Voilà, alors merci beaucoup. Nous allons revenir à vous. Le temps encore de passer à une autre rubrique. Avant, nous avons écouté la rubrique de M. Benjamin Oumba et nous allons faire appel à notre Benjamin Babunga, qui n'est pas avec nous, mais qui a enregistré sa rubrique, qui est le rappel historique. Alors, essayons un peu de suivre ensemble la rubrique rappel historique de Benjamin Babunga. Merci beaucoup, Padré, et bonjour à M. Fred. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui comme invité. Et j'interviens généralement pour revenir sur quelques faits historiques. Et au cours de cette semaine, la semaine du 20 au 26, j'ai identifié quelques dates significatives dans l'histoire de la RDC. Donc, je vais aller avec le souvenir de la date du 20 mai, du 21 mai, du 23 et du 24 mai. Alors, lorsqu'on commence avec la date du 20 mai, je vais tout droit à l'année 1967, c'est-à-dire le 20 mai 1967, où au Congo à l'époque, il y a le jeune général Joseph Désiré Mobutu qui, avec quelques-uns de ses collaborateurs, avait mis en place ce qu'on va appeler le manifeste de Lancélé. Alors, le manifeste de Lancélé a été écrit en scellé à la sortie de Kinshasa. Et le manifeste décrivait les grandes lignes de ce qu'allait être la politique de Mobutu et qui, plus tard, va être consignée comme étant une certaine idéologie qu'on va appeler le mobutisme. Donc, le manifeste de Lancélé décrivait un peu la vision globale de ce que Mobutu voulait mettre en œuvre dans ce Congo nouveau. Et là, comme le Congo venait de passer plusieurs années de guerre, de rébellions, essentiellement dans l'est du pays, mais aussi dans l'ouest, beaucoup plus dans le Kwilu avec Pierre Molélé. Et donc, Mobutu voulait dégager une nouvelle gouvernance au niveau du Congo. Et tout cela a été consigné dans ce document qu'on a appelé le manifeste de Lancélé. Et c'est plus tard le même manifeste de Lancélé qui va servir d'ailleurs de base à la mise en place du MPR, le mouvement populaire de la Révolution, qui, au début des années 80, va aussi devenir un parti-État. Et donc, le 20 mai était une journée très, très célébrée du temps de Mobutu. Il a même baptisé un des stades de Kinshasa du nom du 20 mai. Et c'est une journée qui donnait lieu à des célébrations de tout genre durant la période où Mobutu était au pouvoir. La deuxième date que je voudrais rappeler, c'est la date du 21 mai 1997. Alors, comme vous le savez, le 17 mai, il y a le régime qui change au Congo. Il y a le maréchal Mobutu qui démile ses fonctions et qui est obligé de quitter le Zaïre. Il y a le pays qui devient République démocratique du Congo. Et Laurent Désiré Kabila, qui était jusqu'au 17 mai à Lubumbashi, va s'autoproclamer président de cette nouvelle République démocratique du Congo. Mais ce sont ces éléments qui vont le précéder à Kinshasa. Lui, il est encore à Lubumbashi et c'est le 21 mai 1997, soit presque une semaine après la prise de Kinshasa par ces éléments, qu'il fera finalement son entrée dans Kinshasa. Et il y a des images qui sont restées quasi historiques de ce jour-là, où il a pris son avion à partir de Lubumbashi, un avion qui avait été d'ailleurs donné par les Angolais, et il atterrit au niveau de l'aéroport d'Ndjili, et le comité d'accueil juste au tarmac de l'aéroport est constitué de quelques-uns de ses collaborateurs d'alors au niveau de l'Alliance des forces démocratiques de libération AFDL. Donc on voit essentiellement Massa Sonindaga, il y a également Moïse Narugabo, mais aussi Bissi Makara qui quelque temps après deviendra son ministre des Affaires étrangères. Donc c'était l'arrivée de Kabila à Kinshasa. Et dès le lendemain, il a dû accélérer les choses parce que 2 ou 3 jours après, il y a eu la sortie de son premier gouvernement et il s'est mis à l'œuvre
directement. La troisième date que j'aimerais rappeler, c'est la date du 23 mai 1997, toujours dans la continuité des événements ayant marqué la fin du régime de Mobutu. Alors, Mobutu quitte le Congo, à l'époque le Zaïre, le 18 mai 1997, à partir de la ville de Gbadolite, où il a pu avoir un avion qui était affrété par Jonas Savimbi pour aller récupérer un certain nombre de matériel militaire qui était gardé au niveau de Gbadolite. Et Mobutu qui se rend compte qu'il n'a plus d'avion pour pouvoir quitter Gbadolite, étant donné que son avion a été retenu au niveau de Brazzaville par le commandant Mukandila, qui a décidé d'aller se mettre à travailler pour le nouveau régime. Donc Mobutu quitte le Zaïre en le 18 mai 1997 et il va aller rester au Togo, à Lomé, chez son ami Gnassingbé et Adema. Et là, il passera presque une semaine jusqu'au 23 mai 1997 où il décide finalement de quitter également le Togo pour aller au Maroc. Et il va choisir le Maroc comme étant le pays dans lequel il va vouloir carrément rester. Le comble est que quelques mois après, presque 4 mois après, en septembre, c'est là même au Maroc où Mobutu décède un jour comme celui du 23 mai. Finalement, c'est le rappel de la date du 24 mai 2008, lorsque Jean-Pierre Bemba, qui était sénateur à l'époque en RDC, est arrêté en Belgique et il est conduit automatiquement au niveau de La Haye. Donc, pour la petite histoire, Jean-Pierre Bemba perd les élections de 2006 en RDC, mais automatiquement, il devient sénateur. Et à l'époque, il y a le gouvernement qui lui demande de pouvoir réduire le nombre de personnes qui assurent sa sécurité. Mais Bemba n'est pas rassuré de sa sécurité avec un nombre réduit de policiers et ça va conduire à des affrontements en début d'année 2007, ce qui fait que Bemba va quitter en toute hâte la ville de Kinshasa en se réfugiant d'abord au niveau de l'ambassade d'Afrique du Sud et de là, il va aller au Portugal et du Portugal, il va aller en Belgique. Et finalement, c'est un certain 24 mai de l'année 2007 qu'un mandat d'arrêt est émis contre lui et la police belge va débarquer chez lui pour le capturer. Et Bemba ne le sait pas encore, mais ça sera un début d'un long chemin d'incarcération qui va lui prendre à peu près 10 années jusqu'à sa libération vers le début des années 2018. Voilà les quelques rappels historiques en lien avec quelques dates phares de la semaine au cours de laquelle nous nous trouvons que j'ai voulu rappeler au cours de cette. Voilà, nous remercions M. Benjamin Babunga pour ces rappels historiques. Est-ce que ça vous dit quelque chose, M. Fred Baouma, après avoir suivi les rappels historiques de M. Benjamin Babunga? Oui, et je remercie Benjamin, je le salue en passant. Je note quand même que les 4 dates choisies sont tous liées à des activités, à des actualités plutôt tristes, à des moments plutôt tristes, même si le manifeste de la CELE posait quelques bases, les restes, et ça n'a pas été suivi par ailleurs, mais les restes entre le président Mobutu qui est obligé d'aller en exil et Jean-Pierre Bemba qui se retrouve en prison. J'espère que nous arriverons à construire une histoire dans le futur où on aura plus de dates. On parlera du premier, la date qui nous rappelle le premier Congolais qui a inventé je ne sais quoi, ou bien des innovations qu'on apportera autant sur la science que sur nos modes de fonctionnement. Et voilà, mais j'avoue qu'en écoutant Benjamin et en y pensant, on a quand même beaucoup de dates macabres.
Voilà, merci beaucoup. Alors, M. Benjamin Babunga fait allusion à la prison de M. Jean-Pierre Bemba. Et je viens à vous aussi. Vous avez fait plusieurs fois à la prison, notamment 18 mois. Hein, vous avez même fait allusion, 18 mois de prison. Et quelle expérience gardez-vous de tous ces emprisonnements, puisque vous n'avez pas été en prison seulement une seule fois avec votre engagement dans la société civile, dans l'activisme. Vous avez été en prison plusieurs fois. Parlez-nous un peu de cette expérience comme ça d'emprisonnement, en fait. Je dois dire que je peux souhaiter à personne d'aller en prison. C'est une expérience très pénible, il faut le dire. C'est une expérience qui crée un traumatisme pour la personne qui le vit, mais je pense encore plus pour sa famille. Je l'ai ressenti davantage la dernière fois, donc en février, quand je me suis retrouvé dans des cellules de l'ANER. C'est lui qui est en prison, à la limite, il sait ce qui est en train de se passer. On l'interroge, on dort dans des conditions pénibles, on mange dans des conditions difficiles. Mais la famille qui est dehors, il s'imagine beaucoup de choses qui se seraient en train de se passer et ça devient très traumatisant pour eux. Donc ça, j'aimerais reconnaître d'entrée de jeu et remercier ma famille et mes amis qui m'ont toujours soutenu dans tous ces moments-là. Alors, la prison, pour parler par exemple de mes 18 mois entre l'ANER et entre les cachots de l'ANER et la prison de Makala, c'est pénible, mais c'est aussi des moments importants où on apprend en fait. Quand on était à Makala, on s'est retrouvé à Makala, j'étais pas seul, on s'est retrouvé à un moment donné une bonne poignée de militants. Et on avait l'habitude, et on est retrouvé, c'était un temps de grande répression, donc on y a retrouvé beaucoup de prisonniers politiques, et on avait l'habitude de l'appeler l'université de Makala. Donc moi, je considère quelque part que mon premier master, je l'ai fait là-bas. C'est une école de vie. C'est une école, c'est un endroit où quand tu y entres, tu abandonnes tous les privilèges et la différence qu'à l'extérieur, tu pourrais être en train de bénéficier, et tu te soumets à des règles, à des gens que probablement auxquels tu n'aurais pas pu te soumettre en temps normal. Je pense souvent à l'expérience des prisons comme un passage dans les entrailles de la RDC. D'une certaine manière, dans l'endroit, entre dans les entrailles de la RDC ou dans la poubelle, aussi bien aussi dans la poubelle de la RDC. Parce qu'on y trouve, dans la poubelle peut-être même plus, parce qu'on y trouve tout ce que la société a jeté. Mais quelque part, en allant voir ce qui est dans la poubelle de la RDC, on sait reconnaître aussi tout ce que la société mange et tout ce que la société vit. Donc, on y trouve des gens qui ont, et mon expérience était avec des gens qui, parmi eux, avaient occupé des hautes fonctions de la République et qui se retrouvaient là. Donc, c'était beaucoup de moments de discussion aussi avec eux, beaucoup de moments de la manière dont la prison est gouvernée par des prisonniers eux-mêmes, avec beaucoup de violence, reflétait en grande partie le même type de gouvernance qu'on voit dans la vie normale. Et je me rappelle très bien d'une scène particulière qui est restée fortement à mon esprit. C'est qu'un jour, je suis allé, on avait avec un ami avec qui on était en prison, Godefroy Manabato. On s'était fait agresser par des prisonniers, et donc en quittant, j'ai décidé d'aller me plaindre envers celui qui était gouverneur général. Donc c'était le prisonnier qui dirige les autres prisonniers. Et donc je me suis retrouvé dans la cellule du gouverneur général. C'était vraiment une cellule complètement hallucinante parce que il occupait une cellule seul. Et il était assis sur un lit superposé et un autre détenu était en train de lui faire de la pédicure. Donc, il était bien confortablement et moi, j'étais fâché parce que
on venait de m'agresser. Je lui ai raconté toute l'histoire. Alors, il a commencé à m'expliquer son histoire. Jusqu'au milieu de l'histoire, je ne comprenais pas très bien où est-ce qu'il était en train d'aller parce qu'il disait, tu sais, moi, à un moment donné, j'étais dans l'opposition et ensuite, j'ai milité, j'ai été réprimé, on m'a amené en dolo et puis je suis revenu et maintenant, je suis au pouvoir. Et à la fin de l'histoire, j'ai compris que quand il parlait de l'opposition ou du pouvoir, il parlait de la vie en prison. Dans son opposition de la prison, de son arrivée au pouvoir au sein de la prison, c'était son monde, c'était son Zaïre, comme on appelle la prison. Et donc, entre prisonniers, il y a une sorte de la même violence politique qu'on vit, on la vit aussi à Makala. Et pour moi, c'est Makala, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui et dans beaucoup d'autres prisons de la RDC, c'est comme si tu coupais une petite partie de la RDC et que tu le mettais sous microscope. Et donc, tu regardes toute la réalité qu'on voit, mais tu la regardes d'une manière zoomée. On apprend beaucoup dans ce cas-là. Je dois dire aussi que la prison, c'est quelque chose quand même qui écrase beaucoup. C'est pas facile d'entrer en prison et de sortir sain, sauf physiquement et mentalement. Il y a c'est beaucoup de traumatismes si on ne fait pas attention. On a eu la chance de bienvenue Héritier et moi et les autres, d'une part d'avoir des amis qui venaient nous voir chaque jour, d'autre part, et Yves Makombala notamment, d'autre part d'avoir trouvé des rythmes de vie qui nous permettaient de nous occuper presque l'esprit chaque jour pour ne pas se faire écraser par la vie de prison. Oui, justement, une vie difficile, hein, puisque quand on vous arrête comme ça, de petites choses, hein, une curiosité, vous êtes parfois tabassé, et puis quand vous mangez comme ça au début, vous n'avez pas peur, puisque vous pouvez dire, voilà, et la nourriture qu'on nous donne, ça vient d'où, et peut-être que c'est une nourriture empoisonnée. Et si ces deux aspects-là, qu'est-ce que vous en dites? Donc, vous n'êtes pas tabassé, et puis la nourriture, vous n'avez pas peur d'empoisonnement? Il peut arriver qu'on vous tabasse. Il m'est déjà arrivé plus d'une fois que je sois tabassé, y compris récemment. Pour la nourriture, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu es en prison, le premier jour, tu te dis peut-être que la nourriture est empoisonnée. Surtout quand tu es dans des conditions comme des cachots de l'ANR, parce que les cachots de l'ANR, il n'y a pas de visite. Donc, si tu te dis que la nourriture est empoisonnée, à un moment donné, ça va devenir une grève de faim. Donc, le premier jour, c'est pas une bonne nourriture, c'est vraiment... Quelque part, mentalement, tu te déconnectes de l'idée que la nourriture a un goût et tu manges presque pour survivre. Et tu ne te poses pas la question si la nourriture est empoisonnée ou pas. Moi, j'avoue que le premier jour, j'avais du mal à manger, le deuxième jour aussi. Et puis, à un moment donné, je mange pas parce que cette nourriture est bonne, mais parce que je suis conscient qu'il faut que je survive. Et donc, je vais manger comme ça. Et bon, je peux m'en plaindre, mais j'avoue qu'il y a des millions de Congolais qui vivent comme ça sans être en prison. Voilà, merci beaucoup. Nous allons encore revenir vers vous tout de suite là. Nous allons nous envoler vers la France, précisément à Paris, hein, avec le professeur Alfred, pour avoir un peu quelques nouvelles de France, précisément, rapidement. Et puis nous allons revenir à vous. Et moi, je vais aller un peu vite pour donner aussi l'opportunité à M. Benjamin Oumba qui vous a suivi, et puis le professeur aussi qui vous suit, probablement aussi les téléspectateurs qui nous suivent, qui vont peut-être avoir des questions pour vous. Mais on donne d'abord la parole, professeur Alfred. Oui, merci beaucoup. C'est passionnant, hein, le témoignage de Fred Baouma de Makala, mais c'est une histoire effectivement qu'on entend beaucoup. Donc, je vais aller vite pour les informations en France. En fait, il y a au moins 4 actualités. La première, c'est la cristallisation autour de la Nouvelle-Calédonie.
et de la visite éclair d'Emmanuel Macron pour essayer d'apaiser, de calmer la situation là-bas. Comme vous le savez, depuis un peu plus d'une semaine, il y a insurrection de la population noire mélanésienne de la Nouvelle-Calédonie, hein, les Kanaks, contre le projet d'élargir le corps électoral suivant le référendum, le troisième qui a eu lieu en 2021 et qui suscite la crainte justement des Kanaks hein, d'être minorisés et donc de perdre le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui au Parlement de Nouvelle-Calédonie. Et donc, Macron est arrivé là-bas, il a rencontré les officiels. Donc, la promesse qu'il a faite est de geler pour le moment le vote et qu'il devait proposer au niveau de l'Assemblée, enfin du Parlement, il ne va pas convoquer, en attendant que les acteurs politiques locaux donc de Nouvelle-Calédonie se retrouvent autour de la table, autour du haut commissaire de Nouvelle-Calédonie pour trouver de nouvelles modalités, non seulement du dialogue, mais aussi de rétablissement du calme en Nouvelle-Calédonie. Et on sait très bien que au-delà de la question du dégel du corps électoral, la réalité qui a poussé justement à l'insurrection, c'est plutôt les inégalités économiques et sociales très criantes dans l'île, donc en Nouvelle-Calédonie. On en a parlé, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. La deuxième actualité qui cristallise l'attention, c'est Sciences Po. Comme vous le savez, Sciences Po Paris, c'est une des grandes écoles françaises de réputation internationale, donc située à Saint-Guillaume, la rue Saint-Guillaume, dans le 6e, et puis qui est éparpillée un peu à travers toute la France, qui reçoit des étudiants internationaux, beaucoup, et qui est secouée par, depuis l'éclatement de la guerre à Gaza, et depuis les massacres justement du 7 octobre de l'année dernière. Et secoué par la question de l'antisémitisme, on soupçonne le comité étudiant de Sciences Po d'antisémitisme, et donc on a mis en place une cellule interne qui a mené au fond ces enquêtes pour savoir ce qui s'est passé, et ça a remis un rapport à l'administrateur provisoire de Sciences Po. Et au fond, bon, on n'est pas certain effectivement qu'il y ait totalement des actes d'antisémitisme, mais il y a 12 enquêtes qui sont en cours. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins 8 étudiants sont suspendus, ils sont sous sanction pour avoir menacé les professeurs, poursuivis, etc. Et donc ça aussi, c'est en cours. La troisième nouvelle, c'est le débat autour des européennes qui a eu lieu hier soir entre le Premier ministre Attal et le champion enfin, du Front National, Jordan Bardella, qui est la tête de liste du Front National, le Rassemblement National, aux européennes. Et au fond, on a assisté à un débat dominé de fond en comble par le Premier ministre qui était comme un professeur devant son élève Jordan Bardella, néophyte justement un peu en politique. Hein. Et justement, il a mis le Premier ministre à nu au fond un peu l'amateurisme de Jordan Bardella. Ce sont deux jeunes personnes qui, l'un de 35 ans, Attal, et l'autre Bardella, 28 ans, qui incarnent cette jeunesse qui renouvelle la classe politique française, mais on voit l'écart qu'il y a entre les deux. Enfin, la dernière nouvelle qui me semble la plus importante à mes yeux, c'est en rapport avec Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, on a remis la croix de chevet sur
Notre-Dame de Paris après le coq qui avait été remis en place, en tout cas après 9 mois de rétablissement, en tout cas de travaux dans les forges de Saint-Aubin-des-Bois, dans les Calvados. On a remis en place justement cette croix. Et l'archiprêtre qui est de Notre-Dame a dit quelque chose de très intéressant, de très important, que je voudrais rappeler rapidement. Pour lui, il a été interviewé, ce qu'il a dit, c'est ceci. C'est pour nous un très beau jour de se dire qu'il y a la croix au-dessus du chevet de Notre-Dame, qui signifiera à tous ceux qui passent à Notre-Dame que c'est un lieu de culte, d'amour, de fraternité et de paix. Donc voilà, dans la reconstruction de Notre-Dame, une étape importante. On sait que ça sera remis officiellement en décembre prochain au président de la République et puis à l'archidiocèse de Paris. Juste un petit rappel, archiprêtre, c'est un titre honorifique qui est accordé justement à un prêtre qui occupe une paroisse très importante, en l'occurrence de Notre-Dame de Paris. Voilà en quelque sorte les quelques informations de Paris. Voilà, merci professeur Alfred pour ces nouvelles. Est-ce qu'un petit commentaire, quelques 30 secondes, monsieur Fred Bauma, avant de revenir à vous? Merci, prof. Mais le seul commentaire pour moi, c'est ce que je trouve scandaleux ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est une question de colonisation, à mon avis. Et j'espère qu'un jour, ils arrivent à se séparer de la France. Voilà, merci beaucoup pour ces commentaires. Alors, nous allons revenir à vous encore une fois, puisque vous êtes notre invité. Et on va vite finir ce dialogue d'abord avec vous. Et puis, je vais donner aussi la parole à deux autres membres de l'équipe du dialogue après cette petite pause. Alors, monsieur Fred Bauma, vous avez été en prison plusieurs fois, vous avez, s'il faut appeler ça carrière, vous êtes activiste des droits de l'homme et vous continuez à travailler aussi pour sensibiliser les citoyens en rapport avec la bonne gouvernance. Et vous avez été, si les informations que j'ai lues, que j'ai eues sont bonnes, vous avez été quand même récompensé en 2016 en étant ambassadeur de la conscience. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être comme ça, ambassadeur de la conscience? Alors, ce n'est pas que moi seul, c'est tout le mouvement Lucha. Cette récompense est arrivée à un moment particulièrement pénible parce que c'est arrivé parce que dans le dernier mois de mon emprisonnement, quand on m'avait annoncé que la Lucha avait été honorée par Amnesty International de ces prix, qui par ailleurs est un prix que d'autres personnes assez influentes ont eu par le passé. C'est arrivé à un moment où mon moral n'était pas très haut. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup réjoui. Ça vous a un peu reboosté, disons, disons. Un peu. Répétez un peu, vous êtes entrecoupé. Ça vous a boosté, en fait. Ça vous a donné un peu de vigueur et de courage. Oui, je pense que ça nous a donné le courage de savoir qu'on n'était pas seul, finalement. Et les petits gestes de solidarité, comme les grands gestes de solidarité, sont très importants dans des moments de difficulté. Alors, vous publiez aussi, je ne sais pas si vous continuez à les faire, des podcasts appelés Ukombozi. En quoi ça consiste? Ukombozi, c'est un podcast que je tiens avec mon ami Jason Stearns. Et ça consiste, ce qu'on essaie de faire, c'est d'écrire les utopies des mouvements sociaux. On parle avec des militants et des intellectuels sur le continent. Et on veut savoir non seulement ce qu'ils font en termes de... Pas forcément ce qu'ils font en termes de lutte, mais comment quel est le monde qu'ils imaginent en faisant leur lutte.
Nous le faisons dans le cadre d'un projet de livre qui est très loin d'être achevé. Mais pour nous, pour moi, et ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup, je pense que c'est important de documenter nos leads, de les documenter par nous-mêmes en le faisant ainsi, je pense qu'on a moins de chances de pouvoir falsifier notre histoire. Donc, ces podcasts, comme quelques autres initiatives militantes que je fais en ce moment, vont dans ce cadre-là d'essayer de documenter par nous-mêmes les leads de nos pairs. Alors, nous allons essayer un peu d'aller rapidement maintenant, disons, de petites questions et de petites réponses aussi. Alors, vous avez des projets pour votre futur, des projets, par exemple, vous rêvez encore autre chose à faire dans votre vie? Oui, un des grands projets que j'ai, c'est d'aller vivre dans mon village un jour, Malais, qui est c'est une très belle colline dans le territoire de Massissi, où je ne peux pas arriver en ce moment à cause de la guerre. Alors, vous comptez par exemple aussi un jour faire de la politique active, donc cesser d'être un activiste, mais d'être politicien. J'aime pas les mots politicien, mais j'espère un jour servir mon pays aussi à travers la politique, mais je ne me rêve pas d'y rester longtemps. Et je n'espère pas le faire dans n'importe quelle condition. Alors, vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas vieux, vous n'êtes pas aussi trop jeune non plus. Est-ce que vous avez quelques regrets dans votre vie jusqu'à présent? Vous regrettez quelque chose? Oui, j'ai beaucoup de choses que j'aurais voulu faire et que je regrette. Mais surtout, je suis jeune, mais j'ai perdu beaucoup d'amis sur ma route et je regrette de n'avoir pas passé un peu plus de temps avec eux. Alors, malgré tous ces regrets, malgré tout ce que vous avez subi, par exemple, dans la vie, dans les emprisonnements, vous êtes rancunier envers les gens qui vous ont fait du mal en vous mettant en prison? Non, je suis incapable d'être rancunier. Je ne tiens de rancune à personne. Par contre, je déteste l'injustice et à chaque fois que je me suis retrouvé en face d'une injustice, ça me révolte. J'espère que ceux qui ont vécu l'injustice seront un jour récompensés, mais je ne me sens pas rancunier envers qui que ce soit. D'ailleurs, pour la plupart, j'arrive à leur parler et à leur dire ce qu'ils... Alors, merci beaucoup. Le dialogue n'est pas fini. Maintenant, la parole aussi aux autres membres de l'équipe Dialogue avec. Malheureusement, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, indépendamment de leur volonté. Celle qui devait conduire l'émission avec moi, Patricia Temouni notamment, n'est pas là pour des difficultés logistiques, si on peut dire. Est-ce que maintenant la parole aux deux qui sont là, on commence peut-être par Benjamin qui n'a pas parlé depuis qu'il a fini sa rubrique. Alors, Benjamin, une question à Fred. Oui, bien sûr. En fait, au départ, je ne devais même pas rester jusqu'à la fin de l'émission, mais... Et vous avez été captivé par ce que... J'ai été vraiment captivé. Je pense que c'est l'une des plus belles émissions que nous avons eues parce que pour moi, les jeunes qui émergent un peu, qui se battent pour le Congo, moi, ça m'inspire parce que personnellement, c'est difficile de me mettre à leur place. Parce que quand ils expliquent comment ils ont vécu la prison, la nourriture qu'ils mangent, je me pose la question de savoir qu'adviendra-t-il moi à leur place. Et si c'était moi à leur place, je ne sais pas, je ne pense pas que j'aurais été vivant. Alors pour cela, je tiens d'abord à dire merci pour le sacrifice, parce que pour moi, c'est vraiment un sacrifice que vous faites pour le Congo. Et en tant que jeune dans les mouvements citoyens, aujourd'hui, c'est difficile. On peut vous taxer de tout, vous êtes financé par l'étranger et tout, mais au final, l'objectif, c'est d'abord le bien-être du Congo et des Congolais en général. Alors, une petite question. Tout à l'heure, Fred, tu as mentionné qu'il y a eu beaucoup de vos compagnons qui sont tombés, qui ne sont plus avec vous aujourd'hui. Là, je vais citer Luc Nkulula, qui est aussi d'ailleurs natif de Goma, donc du Nord Kivu.
Alors, ma question est de savoir, parce qu'il est déjà mort, mais qu'est-ce que vous faites pour peut-être immortaliser Luc? Est-ce que vous avez des projets peut-être de demander même à notre ministère? Nous avons eu par exemple le ministre de la Culture, qui est aussi une femme de Goma, qui pouvait peut-être accepter, ne fût-ce que de donner 2, 3, 4 avenues dans le pays au nom de Luc Kouloula. Nos enfants auront besoin de savoir qui était cet homme, pourquoi il est mort. Est-ce que vous faites des actions pour immortaliser ces jeunes qui sont tombés avant? On essaye de... Merci Benjamin pour tes encouragements déjà. Ligue, je peux parler de Ligue parce que c'était un ami très très proche, mais il y a aussi d'autres militants qui sont morts. Pour ce qui concerne Luc, on essaie de garder, de préserver sa mémoire à travers notamment une bourse d'études qu'on a nommée en son nom. J'espère qu'un jour l'État congolais arrivera à reconnaître sa contribution. Je remercie le CLC, l'a primé à titre posthume récemment. Quand tu vas à Goma, les avenues portent les noms de tous les politiciens et aucune avenue ne porte les noms des citoyens qui se sont distingués, alors qu'il y en a pas mal au-delà de lui, même il y a des gens qui se sont vraiment sacrifiés. J'espère qu'à un moment donné, on arrivera à faire de nos espaces publics aussi des endroits de mémoire pour ceux qui se sont distingués, ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays. Alors, avant de donner la parole au professeur Alfred et peut-être aussi encore une fois à M. Benjamin, il y a un téléspectateur, peut-être que vous connaissez, hein, M. Fred, il y a M. Trésor Mouteba qui dit je voulais enchérir mon frère Fred avec précision que la lucha ne prend pas l'argent de politiciens. Et il continue en disant pour garder son indépendance et son sens non partisan. Voilà un peu la contribution de, disons, téléspectateurs qui nous suit. Alors, professeur Alfred, vous avez certainement une question ou des questions. Et puis, oui, sans aucun doute. Mais d'abord, effectivement, comme je disais, son parcours et puis son témoignage sont assez exemplaires, assez significatifs, et d'une jeunesse qui est de plus en plus effectivement consciente des enjeux qui se posent à notre pays et de la nécessité justement de s'engager. Et passer 18 mois en prison, ça n'est pas une sinécure, ça n'est pas quelque chose de facile, ça marque profondément, donc c'est une expérience intéressante en termes d'apprentissage au fond. Et ma première question justement est par rapport à cette expérience-là et par rapport à la famille. Est-ce que quand on sort de là, on ne se pose pas cette question de dire j'ai mis ma famille en danger, je modère alors mon engagement par la suite. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette tentation-là? Il y a cette tentation. Je peux dire que c'est pas gai de voir moi, je ne suis pas marié, donc, mais c'est pour voir ses parents, par exemple, pour ce qui me concerne. Je pense qu'un des jours les plus pénibles de mon emprisonnement, c'est lorsque ma mère est venue me voir et qu'elle s'est fracturée en venant et qu'elle a caché qu'elle était fracturée. Et donc, je la voyais souffrir et ça m'avait beaucoup touché. Mon expérience peut-être ne sera pas générale parce que au moins ma famille a continué à me soutenir dans cet emprisonnement-là. Mais pour beaucoup, c'est difficile. Et c'est difficile de le voir surtout plusieurs fois. Et de se retrouver en train de penser que vous êtes en train de faire souffrir votre famille. Alors, il y a toujours les répressions, comme les emprisonnements, ça fait que certains militants modèrent leur engagement.
ça fait que certains quittent carrément et ça fait que d'autres, c'est aussi les buts de ces types de répression. Après, lorsqu'on comprend que l'objectif, c'est de nous anéantir, y compris par cette manière-là, on trouve des moyens de le contourner, mais j'avoue que oui, ça, c'est pas facile. Alors, la deuxième question, mais vous avez répondu peut-être presque en partie, puisque quand vous avez cité Jason Stearns, je voulais poser justement une question, mais ça reste. Quel est le lien entre Ebouteli et puis International Crisis Group? Alors, aucun. Ebouteli Crisis Group. Peut-être Ebouteli et les GIEC et les groupes d'études sur le Congo, il y a quelques liens. Du fait que on a une partie des chercheurs d'Ebouteli avaient travaillé par le passé au GIEC. La réflexion de monter un institut congolais, donc de mettre de voix congolaise sur la question de violence et non pas seulement des chercheurs qui évoluent dans des universités au nord, est quelque chose que nous avons entretenu, commencé pendant que moi j'étais au Congo Research Group et d'autres aussi. Mais voilà, c'est ça le lien qu'on détient. On continue à collaborer. Je continue à avoir une affiliation à NYU, mais c'est ça. Alors, dernière question, si Jean-Pierre le permet. Oui, allez-y. D'accord. Vous avez droit à poser des questions. Hein. C'est comme, puisque moi j'en ai posé beaucoup, vous êtes membre de l'équipe et même peut-être aussi encore Benjamin, il peut poser encore des questions, mais tout en donnant, nous allons donner aussi la parole aux téléspectateurs, puisqu'il y a encore une là qui a une question un peu sérieuse aussi. Allez-y. Exactement. Alors, c'est juste une toute petite question, mais qui a un lien avec la première que j'ai posée. Finalement, est-ce qu'en créant Ebouteli et en travaillant à Ebouteli, on ne baisse pas le niveau justement de l'engagement militant sur le terrain? Puisque là, on est dans la réflexion, ce qui est une chose très importante, hein, soit dit en passant, parce que très souvent, évidemment, la parole sur notre pays est portée par justement des structures, des ONG étrangères, et que là, vraiment, c'est la parole des nôtres qui est portée sur notre situation, et je trouve ça formidable. Ça, c'est une très intéressante question, j'avoue. Et je dois dire que c'est une situation qui oblige, si je dois parler, je me retrouve souvent en train de parler au nom des Ebouteli, et les chercheurs des Ebouteli ne sont pas des militants de la lucha, ni l'institution lui-même, donc j'essaie de modérer mes propos quand je parle pour Ebouteli. Je me sens un peu moins libre que si je parlais pour la lucha. Ça, c'est d'une part. Mais cela dit, il y a deux choses qui sont, je pense, importantes à savoir, que les gens qui nous suivent doivent savoir. Le premier, c'est que l'engagement citoyen et l'engagement au sein de la lucha est un métier, c'est pas un métier, c'est un engagement citoyen bénévole, entièrement bénévole. Ça veut dire que moi aussi, je suis comme tout le monde, et j'ai un loyer à payer et une vie à mener. Donc, je travaille. Et Ebouteli se trouve être, pour l'instant, ce travail-là que j'aime par ailleurs et dans lequel j'ai la chance de travailler sur des questions avec des collègues que j'apprécie énormément. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression, souvent quand je vois les gens parler des militants, les gens pensent que les militants le deviennent par chômage. Et donc, on dit, si vous trouvez du boulot, ça va aller chercher du boulot au lieu de nous embêter. On a entendu ça assez souvent. Et donc, pour moi, je pense que c'est aussi ça pour beaucoup d'autres collègues, c'est qu'il faut que nous arrivions à exceller dans
dans nos milieux professionnels pour montrer aussi l'exemple à d'autres et aussi aux militants que on n'est pas militant parce qu'on manque à faire. On est militant parce qu'on a choisi de l'être malgré les autres choses qu'on peut être en train de faire. Ce n'est pas facile, surtout pour moi dans les types de recherches que je mène, de trouver la balance entre les deux. Et donc, c'est compliqué, mais c'est aussi un défi que j'accepte de porter. Merci beaucoup. Voilà, alors nous allons donner aussi la parole à une téléspectatrice. C'est Madame Murray Bougandoua qui dit ceci. Dernièrement, un activiste de la lucha a rejoint les AFC. Quel est l'avis de Fred sur la question? Et d'autres jeunes sont en train de rejoindre les mouvements rebelles. Qu'en pense-t-il? Voilà un peu une question osée. Pas osée, mais quand même. Ouais, c'est osé. Mais voilà, ça vient de Murray Bougandoua. Mary, je voudrais lui dire une seule chose. C'est que la lucha a commencé à Goma, du temps presque où les 1.23, la première version des 1.23 a commencé. Et on s'est retrouvé à résister et contre les abus du gouvernement et contre les abus du 1.23. La plupart d'entre nous, à l'époque, étaient des gens qui nous sommes nés et grandis à Goma ou autour. Donc, ce n'est pas parce que nous ne connaissions pas la violence que nous avons choisi d'être dans la non-violence. Et la non-violence est un principe clé dans la lucha que nous avons porté jusque-là. Et c'est pour ça qu'on se fait taper par la police et qu'on ne répond pas. Maintenant, il y a un militant qui avait été arrêté sous l'état de siège et qui on avait appris, comme tout le monde, qu'il avait rejoint l'AFC et que le mouvement par la suite exclu. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faut systématiser du genre les militants sont en train de rejoindre l'AFC, parce qu'on pourrait aussi dire ça des membres des partis politiques, de membres des entreprises. C'est des Congolais qui sont en train de... Il y a une vague, il faut demander à eux tous, mais il y a la lucha où il n'y a pas une vague au sein de la lucha qui sont en train de rejoindre l'AFC, ça ne va pas arriver. Et il y a beaucoup de gens qui résistent. Une des raisons pour lesquelles l'Est de la RDC tient, c'est parce que les gens de l'Est de la RDC ont longtemps résisté à ce type d'agression et ça ne va pas cesser et ça ne passera pas certainement par la lucha. Alors, il y a un autre téléspectateur, hein, c'est, je crois, un téléspectateur, oui, c'est Tim Zigachane qui dit bravo, monsieur Fred, le Congo a 1 million de problèmes. Quelle solution pragmatique d'après vous? C'est une question un peu trop générale, mais quand même. Ouais. Oui, c'est trop général pour avoir une réponse précise. Je voulais lui dire, si on commençait par être sérieux dans la manière de gérer notre pays, peut-être que ça changerait. Si on commençait par être rigoureux avec nos dirigeants, peut-être que ça changera. Après, il y a des solutions pour ce pays. C'est pas un pays impossible à gérer. C'est pas les plus grands pays et ce n'est pas les plus riches pays au monde. Il y a des pays qui se sont élevés avec beaucoup plus de problèmes que nous. Nos propres faiblesses ne doivent pas justifier notre incapacité à relever ces pays. J'espère qu'on le relèvera un jour. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Benjamin a une question encore, ou bien, je ne sais pas, Benjamin, une question, ou bien, non, ça suffit comme ça? Bon, je ne dirais pas une question, mais plutôt juste les encouragements et aussi faire un appel à la jeunesse, hein, de s'inspirer un peu de cette jeunesse
militantes vraiment intellectuelles que nous avons, notamment quand je parle de Fred ou Bienvenue justement, je suis personnellement impressionné. Je me rappelle... Quand on parle de Bienvenue, quand même, pour ne pas voir tous les bienvenus, c'est Bienvenue Matoumou. Oui, Matoumou. Voilà. Oui, la dernière fois qu'ils étaient en prison, nous nous sommes tous mobilisés pour demander leur libération. Nous avons tweeté, nous n'avons pas eu peur. Parfois, on a des menaces, les gens qui nous écrivent, est-ce que vous ne pensez pas que des gens qui sont arrêtés pour X ou Y problème, ça ne vous expose pas aussi? Mais je pense que parfois, nous avons besoin de prendre aussi les risques. Mais donc, la conclusion pour moi que j'allais donner, c'est de dire qu'il faut s'inspirer. Il y a plusieurs militants dans des partis politiques qui n'ont rien fait comme études, qui sont là à insulter, à dire des choses qui ne sont pas bonnes pour la société. Mais quand vous entendez des activistes comme Fred, comme Bienvenue Matoumou, vous êtes vraiment impressionnés. Vous vous dites que le Congo a quand même de l'avenir. Donc voilà, c'est juste... vraiment mes encouragements, Fred, et continuez. Et je pense que l'avenir du Congo est beau avec vous. Merci. Alors, merci beaucoup, Benjamin. Alors, prof Alfred, encore une question bien? Oui, une question juste. Allez-y. Oui, par rapport à la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur la situation, que ce soit à l'Est ou à Kinshasa. Et on l'a vu à propos du soi-disant coup d'État. Qu'est-ce que Fred Baouma pense de tout ça, et Bouteli en particulier? Sur le coup d'État ou sur l'Est? Sur à la fois l'Est et ce qui s'y passe, et puis sur la prétendue tentative de putsch. Deux choses. La première, c'est que je pense que notre pays souffre de la qualité de ces médias. On a beaucoup de radios, de chaînes web, mais qui n'offrent pas forcément l'information de qualité et qui ne se donnent pas la peine de fouiller. C'est comme si une partie de nos médias souffre un peu de paresse. Et donc, la qualité de ce qu'on apprend va aussi dans ce même sens. Pour ce qui s'est passé à Kinshasa dimanche passé, j'avoue je continue comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, à me poser des questions s'il s'agit vraiment d'un coup d'État ou s'il s'agit d'une tentative d'assassinat. J'ai tendance à pencher vers le deuxième, même s'il y a aussi de possibilités que c'était un coup d'État finalement super amateur et que mais ça m'étonnerait vu les cibles qu'ils ont choisies. L'Est du pays, c'est une question compliquée entre l'agression et les manipulations locales et des défis autour des ressources. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère vraiment qu'on arrivera à gérer cette question avec les sérieux que ça nécessite. Je pense profondément que pour qu'il y ait la paix à l'Est de la RDC, une paix durable, ça passerait par la construction d'un État fort, un État capable de sécuriser nos populations, un État capable d'assurer une justice équitable, de mettre fin des injustices et des inégalités qu'on observe pour l'instant. Sans cela, après les 1-23, on pourrait avoir d'autres choses puisque notre vulnérabilité n'aura pas été résolue et on vit dans un monde en compétition. Nos voisins ne seront pas des gens doux qui vont nous regarder, nous distraire et nous laisser. Tant que notre pays sera faible, nous aurons de l'agression de partout. Et j'espère qu'on se donnera beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts pour pouvoir réformer nos institutions de sécurité et avoir une armée, une diplomatie, un État, une justice forte. Et c'est ça qui doit être un enjeu national.
Voilà, avant de vous donner le mot de la fin, Monsieur Fred Baouma, qu'est-ce que vous pensez du dialogue avec? Comment est-ce que vous avez trouvé? Nous vous avons bien traité, nous vous avons bien accueilli, nous avons posé de bonnes questions, nous ne vous avons pas indisposé. Qu'est-ce que vous pensez du dialogue avec? Père, on vient de faire 1h25 un vendredi soir et nous voici toujours en train de parler, donc je pense que c'était un très bon moment. Merci beaucoup. J'avoue que vos questions m'ont obligé à aller penser à certains moments, mais ce n'est pas souvent qu'on a ces types de discussions. Merci pour cet espace que vous créez pour des citoyens normaux, pour que les citoyens normaux parlent de leur vie plus ou moins normale. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie aussi pour la patience de m'écouter. Alors, maintenant, merci aussi à vous. Hein. Maintenant, vous avez le dernier mot. Nous avons fait un parcours de votre vie, d'abord scolaire, académique, et puis vie professionnelle. Et nous vous avons posé des questions en commençant par moi-même avec les autres membres de l'équipe et aussi quelques téléspectateurs qui vous ont posé des questions. Il peut arriver probablement que nos questions n'ont pas épuisé ce que vous devriez dire ou bien ils ne vous ont pas aidé à, comment dire, à vider le contenu de vos pensées. Est-ce que vous pouvez peut-être, dans le mot de la fin, un peu conclure pour que nous puissions nous dire au revoir? Non, j'ai pas beaucoup de mots à dire. Peut-être la dernière chose ce que j'ai l'habitude de dire, c'est de dire qu'un activiste est un optimiste et que tout ce que je fais, tout ce que je continue à essayer de faire pour l'instant est basé sur l'espérance que ces pays peuvent se relever et que nous c'est un devoir pour moi et pour tout le monde d'essayer de contribuer chacun de son côté pour un Congo fort. J'espère qu'on y arrivera. Je prie qu'on puisse y arriver et j'espère que voilà, il y aura plus de dates positives, comme je disais, des commentaires sur Benjamin. Merci, Père, et merci, Prof, et merci à Benjamin aussi. Alors, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble avec aussi un peu de miracle, puisque nous avons eu des émissions où c'est difficile de finir, surtout quand quelqu'un en République démocratique du Congo, notamment problème d'électricité, problème d'Internet. C'était vraiment un plaisir pour nous d'avoir M. Fred Baouma sans interruption, sans coupure et sans problème de décalage, puisque nous en avons eu le mardi dernier, où on parlait, alors on devait attendre 30 secondes avant que l'autre ne capte ce qu'on disait. Alors, un grand merci alors pour ce temps passé ensemble. Je remercie tous ceux qui ont participé, en commençant par Benjamin Babunga qui a enregistré sa rubrique avant l'émission, puisqu'il avait un autre programme. Je remercie de tout cœur Benjamin Oumba pour sa grande contribution. Il essaie de mettre en valeur des Congolaises et des Congolais de valeur. C'est encourageant pour reconnaître ce que les autres font, pour faire bouger les lignes dans la société. Merci beaucoup, Benjamin. Je crois que nous vous aurons encore prochainement. Vous êtes un membre de l'équipe. Il faut essayer de mettre en lumière les gens qui font bouger les lignes, les Congolais et les Congolaises de valeur. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, professeur, pour la disponibilité. Je vous secoue toujours un peu puisque vous avez beaucoup de responsabilités pour former les jeunes à l'Université de Sorbonne, mais vous essayez toujours d'être à temps avec nous. Je remercie aussi les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Twitter, à travers Instagram. Ils étaient nombreux aujourd'hui pour suivre M. Fred Baouma, que je remercie encore une fois de tout cœur. Je crois que ce n'est pas la dernière fois qu'il sera avec nous. Et alors, nous allons nous retrouver
mardi prochain pour l'édition. Normalement, l'édition de mardi, c'est réservé aux femmes avec notre, disons, présentatrice Patricia Temouni, qui sera encore, qui va recevoir une dame, puisque nous essayons de trouver l'équilibre entre les deux éditions. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, mais je vous rappelle que cette émission, vous allez la retrouver demain pour la rediffusion à partir peut-être de 13h pour finir à temps aussi. Et nous nous retrouvons avec le même plaisir la fois prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Au revoir.